voudrais remercier, d'abord excuser Jean-Claude Guillemin qui est retenu. S'il vous plaît, un petit peu de silence. Donc je voudrais excuser Jean-Claude Guillemin qui est retenu à l'extérieur, mais ça me permet moi de faire la cérémonie, ce qui me fait grand plaisir. Je voudrais, je sais que c'est pas dans le protocole, mais excuser monsieur le sous-préfet qui a eu un empêchement et qui donc ne peut pas être parmi nous. Je voudrais remercier madame la vice-présidente du conseil régional, madame la conseillère départementale, mesdames, messieurs les élus, mes chers collègues, monsieur le colonel commandant la base de défense de Creil, monsieur le commissaire de police, monsieur le commandant en chef du centre de secours principal de Creil, messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants et leurs représentants, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs les agents de la ville de Creil, mesdames, messieurs les Creilloises et les Creillois. Donc, je souhaiterais donc remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre participation à cette cérémonie commémorative du 8 mai 1945. Votre présence est importante. Elle témoigne de votre attachement à nos valeurs républicaines, à ces symboles, notamment auprès des jeunes générations, à qui il reviendra de prendre le flambeau de la transmission du souvenir. Merci tout particulièrement à Kenza et Marie-Lise, ainsi qu'à l'ensemble des C4, tant pour leur lecture de texte que pour leur interprétation émouvante de la Marseillaise. Et je remercie bien sûr Valérie Thué, qui est leur chef de chœur. Depuis le début des années 30, la bête immonde rampait sournoisement, déambulant entre l'inaction des nations européennes, l'indifférence de la classe politique ou la terreur feinte qu'elle inspirait au gouvernement d'alors. Portée au pouvoir par les urnes, elle répandrait le mal à l'échelle d'un continent. Pire, elle contaminerait le monde entier, semant la désolation sur son passage. Au lendemain de la capitulation allemande, la joie se lit sur tous les visages, à Paris, dans les villes et les villages les plus défigurés par la présence destructrice et avilissante des forces nazies. Pour beaucoup, au lendemain du 8 mai, le nazisme était terrassé. Il était là, incarné par un cadavre, celui d'Hitler, incinéré et enterré à quelques mètres d'un bunker, dans Berlin dévasté, préférant le suicide à la reddition. Oui, beaucoup pensaient alors qu'avec la mort d'Hitler le 30 avril 1945 et la capitulation allemande du 8 mai suivant, le nazisme, le racisme, l'antisémitisme institutionnalisé étaient définitivement vaincus. L'industrialisation de la mort conçue par Hitler à travers la solution finale a traumatisé notre mémoire collective. La découverte des camps de la mort, les témoignages des rescapés, la comparution des maîtres d'œuvre de l'horreur au tribunal de Nuremberg, la diffusion auprès du grand public de Nuit et brouillard, je vous conseille de revoir Nuit et brouillard pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, promettaient de mettre un terme définitif à cet apocalypse sans aucune mesure avec les conflits qui ont émaillé l'histoire de l'humanité. Je rappelle que l'extermination a commencé par ceux qu'Hitler considérait comme des fous, les tziganes, les homosexuels et bien sûr les juifs et les résistants. Les grands témoins de cette époque, tels des bougies, s'éteignent peu à peu. Ne restent de leur vécu que les livres, les documents de l'INA, les reportages nombreux sur la question. Et notre société, où en est-elle de l'analyse de ce passé? Quelle rétrospective a-t-elle de ce traumatisme mondial et quel est l'héritage qu'elle en a tiré pour que demain soit meilleur qu'hier? Le temps a passé, mais il y a décidément un passé qui ne passe pas. L'actualité internationale nous rappelle que les totalitarismes avancent désormais masqués. Et pire, la démocratie est souvent le paillasson de systèmes politiques dont les apprentis dictateurs se servent pour faire briller gratis des valeurs autoritaires, réactionnaires et nationalistes. En Europe notamment, nous voyons prospérer ici et là des attitudes qui, sous couvert d'être simplement conservatrices, exhibent de manière décomplexée et assumée le rejet de l'autre et de sa différence. D'un souverainisme exacerbé à la défense des thèses nationalistes, il n'y a qu'un pas vers la xénophobie. Les postures identitaires qui versent dans l'extrémisme politique ne doivent pas nous faire perdre de vue
que le combat contre les totalitarismes n'est jamais terminé. Si le nazisme est mort avec Hitler et le Troisième Reich, les idées qui sous-tendaient son ascension politique restent malheureusement encore perceptibles dans certaines consciences, comme un interdit auquel on s'autoriserait à penser lorsque le monde change et qu'on aurait du mal à s'y adapter. À ces mots s'ajoute aussi aujourd'hui le populisme, terme un peu fourre-tout, mais synonyme de rejet, de dégagisme, pour reprendre un terme également d'actualité. Face à ce constat, nous devons toujours nous rappeler notre humanité, notre dignité, comme l'ont témoigné les fondateurs du retour à la vie démocratique en France, au lendemain de la guerre, avec le programme du Conseil de la Résistance. Commémorer le 8 mai est une chose, donner du sens à la commémoration en est une autre. Commémorer ce souvenir n'est pas du domaine du réflexe ou de la tradition. Commémorer, ce n'est pas illustrer l'histoire tel un album de souvenirs. Commémorer, c'est conserver intacte la mémoire de celles et ceux qui se sont engagés pour notre liberté. C'est raviver la flamme des droits inaliénables qu'il nous revient à chaque génération de transmettre. La mémoire avec un M majuscule, voilà sans doute ce dont notre société a le plus besoin aujourd'hui. Les chemins de mémoire n'ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui, de l'école à la démultiplication des initiatives qu'offre le numérique. Jamais notre société n'a connu autant d'opportunités de permettre aux hommes d'être interconnectés pour la diffusion des idées. Toutefois, la technologie ne suffit pas. Elle ne suffira jamais si la volonté de se sentir concerné par les événements qui nous entourent est faible, voire absente. Voilà pourquoi la transmission est au cœur de l'éducation et de l'apprentissage de la vie. Transmettre, c'est déposer. Au-delà, c'est céder quelque chose par héritage en quelque sorte. Aucune technologie de communication ne pourra remplacer la transmission ou le témoignage d'un événement. C'est la raison de notre présence ici ce matin, à l'instar des élus et des citoyens de toutes les communes de France, pour cette cérémonie intergénérationnelle où les plus jeunes sont avec leurs aînés, afin de recevoir par héritage cette mémoire qui fait notre histoire, mais qui pose, selon ce que nous en faisons, les jalons de notre avenir. À l'entrée du village de Radour-sur-Glane, et devant tous les lieux, ça me donne beaucoup d'émotion, vous m'excuserez, où l'occupant d'alors s'est illustré de sinistres mémoires, il nous faut redire sans cesse ces mots inscrits sur les frontons de leur bâtiment. Remember, souvenez-vous. Ce n'est pas seulement un devoir, c'est une attitude élémentaire si nous voulons que le fait de vivre ensemble ait du sens et nous permette de projeter une vision pacifiée du monde. À l'heure où les alertes xénophobes retentissent en Europe et ailleurs dans le monde, à l'heure où la peur de l'autre semble prendre le pas sur la confiance et l'accueil de l'autre, n'oublions jamais les mots de Bertolt Brecht, dramaturge allemand, le ventre est encore fait quand voit surgir la bête immonde. Cette citation très connue doit nous alerter sur le sens du devoir de mémoire. La victoire du 8 mai 1945 que l'on commémore nous invite à la vigilance, car la victoire sur l'obscurantisme et la xénophobie n'est jamais acquise. Elle est le combat quotidien de nos vies. Aux plus jeunes, je veux dire ces quelques mots empruntés à Winston Churchill à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. N'abandonnez jamais, jamais, jamais. Nous pourrions rajouter humblement mais sincèrement, ne sacrifiez jamais votre liberté. Je vous remercie de votre attention.